Ce soir-là, le grand atrium du musée d'Orsay résonnait d'une rumeur électrique. Mais pour moi, Mary Cole, c'était le calme plat. Un silence qui précédait la plus douce des tempêtes. Exactement 1 an, jour pour jour, après ce qui aurait dû être ma déchéance, j'étais là, sur mes propres pieds, dans une robe or brûlée qui n'était pas un bouclier, mais d'une affirmation, un reflet de ce que j'avais bâti. Les flashs des appareils crépitaient, non plus par pitié ou curiosité malsaine, mais par un respect nouveau, une reconnaissance de mon nom. Mary Cole, l'architecte, ce n'était plus Madame Julienne Reinhardt. Pourtant, malgré ce moment de grâce, mon esprit ne cessait de me ramener en arrière. 1 an auparavant, c'était une autre vie, une autre Marie. J'avais l'impression d'être une étrangère quand je repensais à la femme que j'étais, celle qui descendait l'escalier de marbre glacé de notre penthouse, dans cette robe saphir. J'avais choisi cette robe, mon Dieu, comme un petit acte de bravoure, un souffle de moi dans une existence totalement dictée par Julien. Il m'attendait, déjà impeccable dans son costume sur mesure. Ses yeux, d'un gris ardoise froid, avaient balayé la robe, et j'avais senti cette ride familière se creuser entre ses sourcils parfaitement dessinés. « C'est quoi ça ?» avait-il lâché, sa voix basse, un pur glaçon. Mon cœur avait cogné contre mes côtes. Ma robe pour ce soir, Julien. Je l'ai choisie la semaine dernière. Il avait ricané. Choisi? Marie, on a une styliste pour ça. J'ai validé la robe Chanel, pailletée argent. Elle est dans le dressing principal. Il avait fait un geste méprisant. Je ne l'aimais pas. Elle était dure. Celle-ci, elle me ressemble plus. Mon timbre, même pour mes propres oreilles, était à peine audible. Je crois que j'espérais disparaître, me fondre dans le sol, mais en même temps, quelque chose en moi se rebiffait. C'était un sentiment étrange, cette dualité entre le désir d'être invisible et celui de crier. Il s'était rapproché, attrapant un pli de la soie entre son pouce et son index, comme s'il tenait quelque chose de sale. « Te ressemble plus? Et qui est cette toi, Marie? L'étudiante inconnue que j'ai trouvée? Ou la femme de Julien Reinhardt? La Chanel, c'est un investissement. Ça dit de pouvoir, ça... Il avait laissé tomber la soie avec dégoût. Ça dit j'essaie. Le mot, j'ai essayé. Il avait piqué plus qu'un coup de poing. C'était son arme préférée. Ce mépris silencieux, condescendant, qui te rongeait de l'intérieur, te faisant te sentir minuscule, ridicule. Et c'était ça, notre vie depuis 5 ans. Une cage dorée, une prison de soie et de verre, où mes ambitions d'architecte s'étaient évanouies, étouffées sous les « mon amour, tu n'as pas besoin de travailler ». Le monde, Julien l'avait promis. La réalité, c'était l'érosion lente, inexorable de qui j'étais. « Je veux porter celle-là », avais-je murmuré, ma voix tremblante, mais mes mots étaient lourds d'une obstination nouvelle. Il m'avait fixé longuement, son regard illisible. Puis, un sourire lent, glacial, avait fendu ses lèvres. Un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Un sourire que j'avais appris à redouter plus que tout. « Très bien », avait-il dit, sec. « Si tu es si déterminé à faire ta petite déclaration, qui suis-je pour t'arrêter? Sois prête dans 1 heure, ponctualité et reine. » Il était parti sans un mot de plus. Le clic de la porte avait résonné dans le silence assourdissant de la pièce. J'avais poussé un soupir que je ne savais pas retenir. Une victoire, mais creuse. Je connaissais Julien trop bien. Il ne concédait jamais sans arrière-pensée. Il me ferait payer ce petit moment d'indépendance. La boule au ventre était déjà là, un pressentiment froid. Quand j'y repense, c'était ça le vrai problème avec Julien, non? Tout était une question de performance, de façade. Pour lui, le monde était une immense scène où il jouait le rôle du titan invincible. Et nous, sa femme, ses projets, même ses maîtresses, n'étions que des accessoires, des figurants dans sa pièce. C'est bizarre, comme tu peux vivre des années avec quelqu'un, croire que tu le connais, et un jour,
la vérité te gifle en pleine figure. C'est un peu comme si tu construisais un bâtiment magnifique, mais que les fondations étaient pourries depuis le début. Tu ne le sais pas tant que l'édifice tient, mais au moindre tremblement, tout s'effondre. Et ce soir-là, la première fissure est apparue. Je ne sais pas si c'était le courage ou le désespoir qui m'avait poussé à choisir cette robe. Sans doute un mélange des deux. Mais ça a été le point de départ de tout. N'est-ce comment? Le moment où j'ai arrêté de me fondre dans le décor et où j'ai commencé à exister de nouveau. C'est incroyable comment un bout de tissu peut devenir un symbole. À ce moment-là, alors que je remontais dans la soirée, le trajet jusqu'au musée d'Orsay s'était déroulé dans un silence pesant. J'avais regardé les lumières de Paris défiler derrière la vitre teintée de la Rolls-Royce, une tapisserie scintillante de vie que je ne pouvais qu'imaginer, si éloignée de la mienne. La boule dans mon estomac était devenue un roc glacé. Le silence de Julien était toujours plus menaçant que sa colère. En arrivant, une volée de flashs avait éclaté. Julien avait enfilé son masque public, le sourire charmeur, la confiance rayonnante. Il m'avait aidé à sortir, sa main chaude dans mon dos, un geste possessif, purement pour les caméras. « Souriez, ma chérie », avait-il murmuré, son souffle tout près de mon oreille. « Vous êtes une Reinhardt. Vous avez tout ce que vous pourriez désirer. » Ce mensonge avait sonné si faux. J'avais enfilé le mien, ce masque que j'avais perfectionné au fil des ans. J'avais souri jusqu'à ce que mes joues me fassent mal, ma posture parfaite, chaque mouvement une étude d'élégance gracieuse. Mais sous cette surface, je sentais un tremblement de peur. Ce soir était différent. La robe saphir était une déclaration. Et je savais, avec une certitude glaçante, que Julien préparait sa riposte. La cage dorée était sur le point de devenir une arène, et j'allais être jeté au lion. L'atrium du musée avait été transformé en un jardin féerique, des milliers de petites lumières suspendues au plafond voûté, imitant un ciel étoilé. Les tables croulaient sous des arrangements floraux, l'argenterie étincelante. L'air vibrait des conversations des personnalités les plus puissantes de la capitale. Banquiers, politiques, magnats de la tech, mondains, tous gravitant autour d'un seul centre, Julien Reinhardt. Il se déplaçait dans la foule avec la grâce prédatrice d'un requin, un sourire charmeur figé sur le visage, tandis que ses yeux balayaient la pièce à la recherche d'opportunités. J'étais attaché à son bras, un satellite silencieux et beau. Il me présentait d'un décontracté « Vous avez rencontré ma femme, Marie ». Son ton rendait clair que mon identité commençait et finissait avec lui. Je souriais, serrais des mains, murmurais des banalités, me sentant plus fantôme que personne. C'est là que j'ai remarqué Sophie Sterling. Impossible de ne pas la voir. Sophie était une flamme dans une pièce à l'élégance tamisée, moulée dans une robe cramoisie qui laissait peu de place à l'imagination. La fille d'un promoteur immobilier rival, une femme dont l'ambition était gravée dans ses traits fins et beaux. Pendant des mois, les rumeurs avaient couru sur Sophie et Julien, mais ils les avaient toujours balayés d'un rire, qualifiant mes soupçons de paranoïa malvenue. Mais la façon dont ils la regardaient ce soir était différente. Alors que Sophie glissait vers nous, ses yeux rivés sur Julien, un courant si palpable passait entre eux que je l'avais ressenti comme une décharge statique. Julien, mon chéri, avait ronronné Sophie, m'ignorant royalement. La soirée est un triomphe, comme toujours. Sophie, la voix de Julien était plus chaude, plus sincère qu'elle ne l'avait été avec moi de toute la soirée. Tu es incandescente. J'essaie, avait-elle ri, posant une main parfaitement manucurée sur son bras. Le geste était une revendication. J'étais figé, invisible. La bonne société autour de nous prétendait ne rien remarquer. Leurs regards glissaient discrètement. Mais je sentais leurs œillades furtives, leurs jugements silencieux. J'étais l'obstacle en saphir. La femme gênante face à la femme que mon mari désirait vraiment. Finalement, Julien s'était tourné vers moi, son sourire contraint. « Marie, vous vous souvenez de Sophie? » « Bien sûr, avais-je dit, ma voix calme, mais la rage montait. « Difficile d'oublier.
Le sourire de Sophie était un flash prédateur de dents blanches. De même, jolie robe, Marie, très discrète. Le compliment était teinté de poison, simple, discret. Dans cette pièce, ces mots voulaient en dire quelconque, sans importance. Avant que je ne puisse répondre, Julien avait détourné la conversation, lançant un débat sur une récente acquisition. Il avait gardé la main de Sophie sur son bras, créant un cercle fermé qui excluait de fait sa propre femme. J'avais reculé d'un pas, l'humiliation me montant une bouffée de chaleur le long du cou. Il fallait que je m'échappe, ne serait-ce qu'un instant. « Excusez-moi », avais-je murmuré, me glissant hors du groupe. Ni l'un ni l'autre n'avait semblé remarquer mon départ. J'avais trouvé une petite alcôve tranquille près de la terrasse, prenant une coupe de champagne à un serveur. Ma main tremblait légèrement. J'avais pris une profonde inspiration. L'air frais de la nuit d'un baume sur ma peau échauffée. De loin, je l'avais observé. Il riait avec Sophie, sa tête penchée vers la sienne, tout son langage corporel criant l'intimité, l'affection. C'était une déclaration publique de son aventure, un spectacle conçu pour blesser. Après de longues minutes, il avait semblé se souvenir de mon existence. Ses yeux avaient trouvé les miens à travers la pièce, et il avait commencé à marcher vers moi. Sophie était restée en arrière, un air suffisant, triomphant sur le visage. Pendant un moment fou, insensé, j'avais ressenti une lueur d'espoir. Peut-être venait-il s'excuser. Peut-être avait-il vu la douleur dans mes yeux. Il s'était arrêté devant moi, son expression illisible. Il avait pris un verre de vin rouge sur une table voisine, un merlot d'un rouge sans profond. « Tu t'amuses bien, ma chérie ?» avait-il demandé, sa voix trompeusement douce. « C'est un événement merveilleux, Julien, » avais-je dit, choisissant la réponse sûre et neutre. « Vraiment, j'étais inquiet que tu te sentes exclu, surtout dans cette robe. » Il avait fait tournoyer le vin dans son verre, le liquide sombre adhérant aux parois. « Tu voulais faire une déclaration ce soir, n'est-ce pas? Être perçu comme toi-même. » La malice dans sa voix était désormais indéniable. Le nœud de terreur dans mon estomac s'était resserré en une pierre froide et dure. Je voulais juste me sentir moi-même, avais-je chuchoté. Toi-même? Il avait ricané. Il s'était rapproché, son corps me cachant de la vue de la plupart des invités. Laisse-moi te dire qui tu es. Tu es Madame Julien Reinhardt. Tu existes parce que je te le permets. Ton nom, ton statut, ton monde entier. Tout est un cadeau de ma part, et tu es une destinataire profondément ingrate. Son mouvement avait été soudain, une maladresse délibérée et perturbatrice. Le verre de vin rouge entier avait basculé, et le liquide sombre et visqueux avait coulé le long de ma robe saphir. C'était comme une blessure fatale, une tache cramoisie s'épanouissant sur la soie délicate, la détruisant complètement. Un souffle collectif avait parcouru les invités les plus proches. « Oh mon Dieu !» s'était exclamé Julien, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations. « Comme je suis maladroit, je suis tellement désolé, Marie. Tu as dû me bousculer. » Il me blâmait devant tout le monde. Le mensonge était si flagrant, si cruel, qu'il m'avait coupé le souffle. J'avais regardé ma robe en ruine, le vin s'infiltrant dans ma peau, froid et collant. Puis j'avais levé les yeux vers son visage. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux, seulement un éclat froid et triomphant. Il avait gagné. Il m'avait puni pour ma défiance et avait réaffirmé sa domination. Il avait sorti un mouchoir de soie de sa poche et avait commencé à tamponner inutilement l'énorme tache, l'aggravant. « Tiens, laisse-moi t'aider. C'est un désastre complet. Tu es un vrai désordre. » Ces mots résonnaient dans ma tête. « Tu es un désordre. » Il s'était finalement arrêté, soupirant dramatiquement. « Eh bien, c'est fichu. Tu devrais probablement rentrer te changer, ma chérie. Inutile de faire une scène. » Et puis était venu le coup de grâce dévastateur. Il m'avait tourné le dos, me laissant là, taché et humilié. Il était retourné directement vers Sophie,
qui regardait avec un large sourire victorieux. Il lui avait pris la main, l'avait portée à ses lèvres pour un baiser théâtral, puis l'avait menée sur la piste de danse. Tandis que l'orchestre entamait une valse romantique, la salle avait tournoyé. Tous les yeux étaient sur moi. Je voyais la pitié, la curiosité morbide, les murmures derrière les mains élégantes. Julien n'avait même pas jeté un coup d'œil en arrière. Il tenait Sophie serrée, riant, et lui murmurant à l'oreille alors qu'il tourbillonnait sous le plafond étoilé. Le cramoisi de la robe de Sophie, un parfait et cruel accord avec la tache sur la mienne. À ce moment-là, quelque chose en moi s'était brisé. L'amour que j'avais autrefois ressenti, l'espoir auquel je m'étais accroché, tout s'était brisé, ne laissant derrière que les bords tranchants de la trahison. Je n'étais pas juste une femme pour lui. J'étais un accessoire à utiliser et à jeter. Il n'avait pas juste renversé du vin sur ma robe. Il avait essayé d'en répandre sur mon âme, de souiller mon être même de honte. Avec une force que je ne savais pas posséder, j'avais redressé mon dos. J'avais tenu ma tête haute, ignoré la mer de visage qui me fixait, et j'avais marché. Je n'avais pas couru. J'avais marché d'un pas délibéré, mesuré, à travers le cœur de la salle de bal, devant mon mari dansant et sa maîtresse, et dehors dans la nuit froide et impitoyable, laissant la cage dorée derrière moi pour de bon. L'air froid de la nuit avait été un choc après la chaleur de la salle de bal. J'avais marché sans destination, mon esprit un tourbillon de choc et de fureur blanche et chaude. Les lumières de la ville s'estompaient à travers les larmes que je refusais de laisser couler. J'avais ignoré l'appel inquiet du portier, passant devant la file de limousines et de berlines, mes robes en ruine comme un étendard de ma disgrâce publique. Je ne sais pas combien de temps j'avais marché, mais finalement les sons du pouls de la ville m'avaient ramené à moi-même. Je m'étais retrouvé devant le Saint-Régis, un bastion d'élégance à l'ancienne et de discrétion tranquille. Sur un coup de tête, j'avais poussé les lourdes portes en laiton et j'étais entré dans le hall. J'avais contourné le comptoir d'enregistrement et m'étais glissé dans le légendaire King Cole Bar de l'hôtel. Le bar était une oasis de calme, bois sombre, éclairage doux et le murmure feutré de conversations civilisées. J'avais trouvé une petite banquette isolée dans un coin et je m'étais enfoncé dans le siège en cuir, me permettant enfin de me faire petite, de me serrer dans mes bras. L'énorme tache de vin sur ma robe était comme une marque. Un serveur s'était approché, son expression professionnellement neutre, bien que ses yeux aient vacillé vers la tache. « Puis-je vous apporter quelque chose, madame? »« Un cognac, avais-je dit, ma voix étranglée. « S'il vous plaît. » Quand la boisson était arrivée, j'avais tenu le lourd verre à pied dans mes mains, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts froids. Je n'avais pas bu, je fixais juste le liquide ambré, rejouant la scène du gala encore et encore. Le sourire froid de Julien, le trébuchement délibéré, le regard triomphant dans les yeux de Sophie, les regards de pitié des invités, un acte brutal pour un homme brutal, vraiment. La voix était profonde et résonnante, me surprenant. J'avais levé les yeux pour voir un vieil homme debout près de ma table. Il était impeccablement vêtu d'une veste en tweed, ses cheveux un choc d'argent, son visage ridé du genre de sagesse et d'autorité qui se gagne, pas qui s'irrite. Il tenait un verre de ce qui ressemblait à du whisky. « Je vous demande pardon, » avais-je dit, mes défenses s'élevant immédiatement. « Puis-je » avait-il demandé, désignant le siège en face de moi. J'avais fait un signe de tête hésitant, trop abasourdi pour refuser. Il s'était installé dans la banquette avec une grâce tranquille. J'étais au gala. J'ai vu ce que M. Reinhardt a fait. Il n'y avait rien d'accidentel là-dedans. Je l'avais fixé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. L'homme avait souri doucement, une expression bienveillante et avisée. Ma chère, inutile de faire semblant ici. Vous êtes parmi les blessés. Je connais bien ce regard. Mon nom est Pierre Gallois.
Le nom m'avait frappé d'un coup. Pierre Gallois était une légende, un reclus. C'était un milliardaire autodidacte qui avait bâti un empire technologique mondial à partir de rien, avant de le vendre et de disparaître de la vie publique il y a des décennies. On disait qu'il était un farouche rival du père de Julien, un homme qui opérait sur un plan éthique complètement différent. « Vous êtes le Pierre Gallois? » Le même, avait-il dit avec un rire sec, plus vieux et bien moins intéressant que ce que les journaux me dépeignaient. Je fais une rare exception pour le Gala Reinhardt chaque année. C'est une étude anthropologique fascinante sur l'avarice et l'ego. Il avait bu une gorgée de son whisky, ses yeux vifs et intelligents m'étudiant. Je vous ai vu plus tôt ce soir, Madame Reinhardt. Quand vous êtes arrivée, il y avait un feu dans vos yeux, une lueur de défi. Cette robe saphir n'était pas un accident non plus, n'est-ce pas? J'avais été sidéré par sa perception. Non, avais-je admis, ma voix à peine un murmure. Ce ne l'était pas. Je m'en doutais, avait-il hoché la tête. Julien est le fils de son père. Il voit les gens non pas comme des âmes, mais comme des actifs sur un bilan. Vous, je suppose, étiez sa plus précieuse acquisition, mais les acquisitions peuvent être cédées, surtout quand elles commencent à penser par elles-mêmes. Ces mots avaient frappé droit au cœur, articulant la vérité que j'avais eu trop peur de m'avouer pendant des années. Les larmes que j'avais retenues avaient finalement jailli de mes yeux. Il a fait ça pour me briser, avais-je dit, les mots étouffés par la douleur, pour montrer à tout le monde que je lui appartenais, qu'il pouvait me blesser et me jeter quand bon lui semblait. Et a-t-il réussi? Avait demandé Pierre, son regard stable et intense. La question était restée suspendue dans l'air entre nous. Avait-il réussi? Je me sentais brisé, humilié, en miettes. Mais en regardant cet étranger, qui me voyait non comme une victime, mais comme une personne, une lueur du feu qu'il avait mentionné plus tôt s'était rallumée. C'était le même feu qui m'avait poussé à concevoir cette bibliothèque primée, le même feu qui avait choisi la robe saphir. Non, avais-je dit, le mot gagnant en force à mesure que je le prononçais. Non, il m'a humilié, il m'a blessé, mais il ne m'a pas brisé. Un sourire lent et authentique s'était dessiné sur le visage de Pierre Gallois. Bien, c'est ce que j'espérais entendre. Parce que la honte, Madame Reinhardt, est une émotion inutile. Mais la colère peut être un magnifique carburant. Elle peut bâtir des empires ou, entre les bonnes mains, elle peut les démolir. Il s'était penché légèrement, sa voix prenant un ton conspirateur. J'observe les Holding Reinhardt depuis longtemps. Julien est arrogant et désordonné. Il se croit intouchable. Les gens comme ça se laissent toujours exposer. Il avait fait une pause, laissant ses mots s'imprégner. Vous avez l'esprit d'une architecte, n'est-ce pas? Vous voyez le monde en termes de structure, de design et d'intégrité. Vous savez que même le plus imposant des gratte-ciels peut être abattu si vous compromettez ses fondations. Mon cœur avait commencé à battre plus vite. Ce n'était pas une conversation ordinaire. C'était tout autre chose. Que suggérez-vous? Je suggère, avait dit Pierre, ses yeux pétillants d'une lumière dangereuse, que vous avez une opportunité unique. Vous avez une connaissance intime de l'homme et vous avez une raison de vouloir la justice. J'ai des ressources et une profonde aversion pour tout ce que le nom Reinhardt représente. Il me semble que nous pourrions avoir un intérêt commun. Il avait posé une carte de visite simple et élégante sur la table. Elle ne contenait que son nom et un numéro de téléphone privé. Rentrez chez vous, Madame Reinhardt. Pas à son penthouse, mais dans un endroit de votre choix. Prenez une journée, laissez la colère se transformer en détermination. Et quand vous serez prête à cesser d'être une victime et à commencer à concevoir votre propre avenir et peut-être sa chute, appelez-moi. J'ai un projet en tête qui pourrait bien intéresser une architecte de votre calibre. Il s'était levé, m'avait fait une petite révérence respectueuse et avait quitté le bar aussi discrètement qu'il était entré. J'étais resté assise là, longtemps, le cognac intact, mon regard fixé sur la petite carte blanche. L'air du bar ne me semblait plus oppressant.
Il était chargé de possibilités. La tache cramoisie sur ma robe ne me semblait plus une marque de honte. C'était une déclaration de guerre. Pierre Gallois m'avait tendu une bouée de sauvetage, mais c'était plus que ça. Il m'avait offert un plan pour la revanche. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur les draps impeccables d'une suite au Saint-Régis, réservée sous mon nom de jeune fille, Mary Cole. La première lumière de l'aube filtrait par la fenêtre, éclairant la robe saphir, maintenant sèche et rigide, drapée sur une chaise. C'était un rappel laid et douloureux, mais je ne l'avais pas caché. Je la regardais comme un soldat pourrait regarder ses cicatrices de bataille, un témoignage de ce que j'avais survécu. Le premier appel que j'avais passé n'était pas à Pierre Gallois, mais à Nina Dubois, l'avocate spécialiste du divorce la plus redoutable de Paris. La réputation de Nina était légendaire. Elle était connue pour démanteler les empires d'hommes puissants qui maltraitaient leurs femmes. Nina, c'est Mary Reinhardt, avais-je dit, ma voix claire et ferme. J'ai besoin de vous engager. Je quitte mon mari. Il y avait eu un bref silence à l'autre bout du fil, suivi d'un sifflement discret. Eh bien, j'attendais cet appel depuis 3 ans, Marie. Quelle a été la goutte d'eau? Il a redécoré ma robe avec une bouteille de Merlot devant 500 personnes. Avais-je dit, une touche d'humour noir dans le ton. Humiliation publique. Très chic, avait répliqué Nina sèchement. Ce ne sont pas juste des motifs de divorce. C'est une déclaration de guerre. Je suis à mon bureau. 11 heures. Le rendez-vous avec Nina avait été un plongeon revigorant dans une réalité stratégique froide. Les tentatives de Julien pour me contrôler avaient commencé immédiatement. Au moment où j'avais quitté le bureau de Nina, j'avais reçu une douzaine de SMS de sa part, passant d'une fausse préoccupation. « Tu vas bien? » J'étais mort d'inquiétude, à des menaces pures et simples. « Tu ne peux pas t'en aller comme ça, Marie. Ne sois pas idiote. » Une notification de ma banque m'avait informé que nos comptes conjoints avaient été gelés. Il pensait pouvoir m'affamer, me contrôler avec l'argent comme il l'avait toujours fait. Il m'avait sous-estimé. Il avait oublié que j'avais des alliés. Mon deuxième appel avait été au numéro sur la carte de Pierre Gallois. Il avait décroché à la première sonnerie. « Monsieur Gallois, c'est Marie. J'espérais que vous appelleriez Marie. » Sa voix était chaleureuse et encourageante. « Je suppose que vous y avez réfléchi. »« Oui, » avais-je confirmé. « Et j'ai engagé Nina Dubois. Mes avoirs sont déjà gelés. »« Prévisible, » avait ricané Pierre. « Le premier mouvement d'un tyran est toujours vers le portefeuille. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je transfère un fonds de démarrage sur un compte à votre nom. Considérez-le comme une provision pour vos services. Maintenant, à propos de ce projet que j'ai mentionné. Êtes-vous libre de me rencontrer cet après-midi? Nous nous étions rencontrés dans un club privé discret, le genre d'endroit si exclusif qu'il n'avait même pas d'enseigne. Dans une pièce lambrissée qui sentait les vieux livres et l'ambition, Pierre avait exposé sa proposition. Chaque année, la ville ôte les prestigieux prix de la Guilde internationale d'architecture. Le prix le plus convoité est le prix du bâtiment de l'année. Au cours de la dernière décennie, un projet financé ou conçu par Reinhardt Holdings avait toujours gagné. C'était un point d'extrême fierté pour Julien. Cela validait sa conviction qu'il était un visionnaire, un bâtisseur, et pas seulement un homme qui avait hérité une fortune. J'avais acquiescé. Je connaissais bien ses prix. J'y assistais autrefois avec Julien, le regardant accepter les éloges pour des monstruosités de verre et d'acier sans âme. Cette année, avait poursuivi Pierre, se penchant, je veux sponsoriser un projet concurrent, un projet avec une âme, un projet avec un but, et je veux que vous en soyez l'architecte principal. Il avait déroulé une série de plans sur la table. C'était pour un grand entrepôt délabré dans un quartier négligé de Paris. C'est l'ancienne filature textile du front de Seine. Je la possède. Je veux la transformer en un centre communautaire d'or de pointe. Le Centre Phoenix, je pensais que nous pourrions l'appeler. Un lieu pour les artistes défavorisés, musiciens, peintres, sculpteurs, pour avoir des ateliers, des espaces de performance et des galeries.
Un lieu de création et de renaissance, entièrement financé par ma fondation. J'avais eu le souffle coupé. Ce n'était pas juste un bâtiment, c'était un rêve. C'était le genre de projet dont j'avais rêvé avant que mes propres ambitions ne soient étouffées. C'était significatif, magnifique et profondément humain. Vous voulez que je le conçoive? Avais-je demandé, ma voix tremblant légèrement. Je ne veux pas que vous le conceviez, Marie. J'ai besoin que vous le fassiez, avait dit Pierre, son regard intense. Ce projet a besoin d'une visionnaire. Il a besoin de quelqu'un avec passion, quelqu'un qui comprend ce que cela signifie d'être réduite au silence et de se battre pour une voix. C'est votre chance de créer votre chef-d'œuvre, juste dans le jardin de Julien Reinhard. Nous allons construire un monument à la créativité et à la résilience, et nous le présenterons pour le prix du bâtiment de l'année. Nous le défierons sur son propre terrain. La brillance du plan était stupéfiante. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance personnelle, il s'agissait d'anéantissement professionnel. Battre Julien à la seule chose pour laquelle il se croyait bon, lui voler le prix qu'il considérait comme son droit de naissance, serait un coup bien plus dévastateur que n'importe quel arrangement de divorce. Il va se battre, avais-je dit, réfléchissant déjà à la logistique. Il a la moitié du conseil municipal dans sa poche, les permis de construire, les autorisations d'urbanisme. Laissez la politique et le financement de côté, avait dit Pierre en agitant la main. Je suis un peu retiré du jeu, mais je sais encore comment tirer les ficelles. Votre seul travail est de concevoir le bâtiment le plus extraordinaire que cette ville ait jamais vu. Prenez toute la douleur, toute la colère, toutes les années de talent réprimés et versez-les dans la brique, l'acier et la lumière. Un feu s'était allumé dans ma poitrine, brûlant les derniers vestiges de peur et de doute. C'était ma chance non seulement de me venger de Julien, mais de redevenir moi-même, de devenir la femme que j'étais censée être avant qu'il n'ait essayé de m'effacer. Quand est-ce que je commence? Avais-je demandé, ma voix retentissant d'une force retrouvée. Pierre Gallois avait rayonné. Vous avez déjà commencé, ma chère. Vous avez déjà commencé. En quittant le club, l'horizon de Paris me semblait différent. Ce n'était plus un symbole du pouvoir de Julien, mais une toile attendant mon toucher. La procédure de divorce serait brutale, la frénésie médiatique intense. Julien et Sophie étaleraient leur relation, essayant de me provoquer. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Je n'étais plus la femme brisée dans la robe tachée. J'étais Mary Cole, architecte, et j'étais sur le point de dessiner les plans de la ruine de Julien Reinhard. Et si, en ce moment même, vous m'aviez demandé si j'étais certaine de ma décision, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. C'était tellement de choses à la fois. La colère, bien sûr, mais aussi une excitation nouvelle, presque effrayante. On ne se relève pas d'une telle humiliation sans laisser de plumes, sans être marqué à vie, n'est-ce pas? La peur était toujours là, tapie au fond de moi, mais elle n'était plus la même. Elle était devenue un aiguillon, une force motrice plutôt qu'un frein. Est-ce que ce genre de colère est sain? Je ne sais pas, mais elle m'a donné le courage de respirer à nouveau. Les mois suivants furent un tourbillon d'énergie frénétique et de création ciblée. J'avais emménagé dans un loft chic et minimaliste, dans un autre quartier de Paris, un espace entièrement à moi. Il s'était rapidement transformé en studio, avec des croquis, des plans et des échantillons de matériaux recouvrant chaque surface disponible. Je vivais et respirais le centre Phoenix, travaillant souvent tard dans la nuit, nourri par le café et un désir ardent de créer quelque chose de magnifique. J'avais réuni une petite équipe brillante de jeunes designers et ingénieurs affamés qui étaient inspirés par ma vision et la mission du projet. Ils ne me voyaient pas comme une mondaine éconduite, mais comme une leader, une artiste au talent immense, enfin libérée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais respecté. Mes idées étaient valorisées, mon intellect célébré. La femme qui avait été réduite au silence si longtemps était maintenant aux commandes,
ma voix claire et décisive alors que je dirigeais chaque détail du projet. La bataille juridique avec Julien fut, comme prévu, une affaire vicieuse et publique. Ses avocats tentaient de me dépeindre comme une femme instable et vindicative, tandis que les médias à scandale, alimentés par des fuites stratégiques du camp de Julien, publiaient des titres racoleurs. Sophie était fréquemment photographiée avec Julien, ruisselante de bijoux qu'il lui avait achetés, le couple semblant suffisant et inattaquable. Sur les conseils de Nina Dubois, j'étais restée complètement silencieuse. J'avais refusé de m'engager dans la boue. Ma réponse ne serait pas dans les journaux. Elle serait dans la structure montante du Centre Phoenix. Perspective de Sophie Sterling. Je savais que Julien ne ferait jamais de cadeau. Quand il m'avait dit qu'elle construisait un projet caritatif pour les pauvres, j'avais senti un frisson. Marie n'était pas bête, et même si Julien la sous-estimait, j'avais vu la lueur dans ses yeux à chaque fois qu'elle passait devant le vieil entrepôt. C'était son genre de bataille. Et Pierre Gallois, ce vieil ours solitaire, n'investissait jamais à la légère. Il devait y avoir un gars sous roche. Ne la sous-estime pas, Julien, lui avais-je dit un soir, devant notre dîner au restaurant étoilé. Les gens désespérés sont dangereux. Il avait ricané, agitant sa fourchette comme un sceptre. Dangereuse? Elle est délirante. Elle ne pouvait même pas choisir sa propre robe pour une fête. Tu penses qu'elle peut te construire un héritage? Son arrogance était si aveuglante, il ne voyait pas. C'était ça le problème avec Julien. Il ne voyait les gens que comme des extensions de lui-même, des pions sur son échiquier. Marie, je l'avais méprisée, mais elle n'était pas juste une idiote de riche. J'avais lu son dossier à l'université, ses projets. Elle avait du talent. Ce n'était pas la femme qui avait choisi cette robe saphir pour rien. Elle voulait se démarquer. Et Julien l'avait brisée publiquement, comme un verre qu'on jette. Mais les verres brisés peuvent devenir des armes tranchantes. Quand les rumeurs avaient commencé à circuler sur le design révolutionnaire du Centre Phoenix, j'avais vu les sourcils se froncer, même dans les cercles où Julien était intouchable. On parlait de Mary Cole comme d'un génie. Un soir, j'avais cherché des rendus en ligne. Architectural Digest la couvrait. Le bâtiment était tout en lumière, en chaleur, en innovation. Tout ce que la tour Reinhardt de Julien n'était pas. J'avais montré mon téléphone à Julien, le doigt sur l'article. Il l'appelle le projet le plus attendu de l'année. On parle d'elle, Julien. On l'appelle un génie. Il m'avait arraché le téléphone des mains, ses yeux rivés sur l'image. Une veine palpitait à sa tempe. C'est un coup de chance, avait-il grogné, me rendant brutalement le téléphone. L'argent de Gallois peut acheter une bonne presse, mais pas le goût. C'est un refuge pour sans-abri glorifiés. C'est le favori pour le prix de la guilde, selon l'article. Avais-je insisté, ma voix tranchante, le venin dans mes mots presque inconscients. Et si elle gagne? Il avait hurlé, frappant la table du poing, faisant trembler la fine porcelaine. Elle ne gagnera pas. Je suis Julien Reinhardt. Je ne perds pas, surtout pas contre elle. J'avais ravalé ma peur. Le doute était planté. Je savais que Julien ne pouvait pas se permettre de perdre face à Marie. Pas devant moi. Pas devant Paris. Sa chute serait ma propre destruction, après tout. Il devait gagner. Je devais gagner. Fin de la perspective de Sophie. Comme Julien l'avait prédit, il avait riposté. Des inspections inattendues et soudaines sur le chantier. Des retards dans les livraisons de matériaux provenant de fournisseurs liés au holding Reinhardt. Mais pour chaque obstacle créé par Julien, Pierre Gallois était là pour déblayer le terrain. Une inspection échouée était annulée par un appel à un supérieur. Une livraison retardée était remplacée par une expédition accélérée d'un fournisseur européen que Pierre avait sous contrat. La bataille était menée non pas devant les tribunaux ou dans les tabloïds, mais dans les coulisses de la logistique et de l'influence. Moi, j'étais resté au-dessus de la mêlée, ma concentration inébranlable. Alors que les dernières vitres étaient installées et que les espaces intérieurs prenaient forme, je parcourais l'atrium du Centre Phoenix.
La lumière du soleil filtrait par les puits de lumière, illuminant la brique chaude et le bois poli. Je pouvais déjà entendre l'écho de la musique, imaginer l'or vibrant qui ornerait bientôt les murs. J'avais versé toute ma douleur, ma colère et mon espoir dans cet endroit. C'était plus qu'un bâtiment. C'était ma résurrection. J'avais pris le moment le plus laid de ma vie et l'avais transformé en quelque chose de beau et de durable. Julien avait essayé de me ruiner avec une tâche, mais j'avais bâti un monument. Le gala n'était qu'un lointain souvenir, un cauchemar d'une autre vie. La femme qui s'était enfuie de honte n'était plus. À sa place se tenait l'architecte du Phénix, prêt à le voir renaître de ses cendres. Et nous revoilà, cette nuit-là, au musée d'Orsay, 1 an plus tard. Le même endroit, mais un monde transformé. J'étais arrivé seul, une femme de substance et de talent reconnus. Je n'avais pas été accueilli par un barrage de murmures de pitié, mais par un silence respectueux, suivi des clics excitants des appareils photo. Les tabloïds avaient été remplacés par des journalistes de revues d'architecture et de magazines culturels. Mon nom, Mary Cole, était sur toutes les lèvres. Ma robe ce soir-là n'était pas une arme de défi, mais une déclaration de moi-même. Une robe or brûlée, structurée et élégante, faisant écho aux lignes de ma propre création célébrée. Elle rayonnait la confiance, pas la vulnérabilité. En arpentant le tapis rouge, j'avais aperçu Julien et Sophie derrière moi. Le visage de Julien était un masque orageux de fureur. Sophie, accrochée à son bras, semblait pâle et anxieuse, sa robe cramoisie de l'année précédente paraissant maintenant criarde et désespérée. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. La salle bourdonnait des discussions des 2 principaux prétendants au prix du bâtiment de l'année. La colossale tour Reinhardt et le centre Phoenix, innovant et plein d'âme. J'avais été immédiatement entouré de personnes bienveillantes et d'admirateurs. D'autres architectes, des critiques et des artistes qui allaient bientôt considérer mon bâtiment comme leur foyer. J'avais trouvé Pierre Gallois près du podium, me regardant avec une immense fierté. « Vous les avez fait paniquer, ma chère », avait-il dit, ses yeux pétillants. Je n'ai pas vu un Reinhardt aussi apoplectique depuis que son père a perdu une guerre d'enchères contre moi en 88. « Ce n'est pas encore fini, Pierre », avais-je prévenu, bien qu'un sourire ait effleuré mes lèvres. « Oh, mais si », avait-il répondu doucement. « Gagner le prix n'est que le point final. Vous avez déjà gagné. Regardez autour de vous. Vous avez leur respect. Vous avez retrouvé votre nom. Et vous avez créé quelque chose qui durera. » Les présentations avaient commencé. Julien n'était passé le premier. Il s'était avancé sur scène avec son arrogance habituelle, livrant un discours lisse et poli sur la maximisation de l'immobilier vertical et de la valeur actionnariale. Les rendus de la tour Reinhardt étaient impressionnants par leur échelle, mais ils étaient froids, génériques et dénués d'humanité. C'était un monument à l'argent. Puis, ce fut mon tour. Un silence s'était installé dans la pièce alors que je marchais vers le podium. Je n'avais pas utilisé de graphiques flashy ou de jargon d'entreprise. J'avais simplement parlé avec mon cœur. Un bâtiment n'est plus qu'une simple structure, avais-je commencé, ma voix calme et claire, résonnant à travers le grand atrium. C'est un écrin pour l'expérience humaine. C'est un abri pour nos rêves, une scène pour nos vies, un dépôt pour nos souvenirs. Il ne doit pas dominer une communauté. Il doit la servir. Il ne doit pas intimider. Il doit inspirer. J'avais parlé de l'histoire de l'ancienne filature, des vies des ouvriers qui avaient autrefois rempli ces salles. J'avais parlé de ma vision de transformer un lieu de labeur oublié en un lieu de création vibrante. Derrière moi, des images du centre Phoenix remplissaient le grand écran. Non pas des rendus stériles, mais des photographies de l'espace achevé, remplis de lumière et de vie. Je montrais les lofts d'artistes inondés de soleil, le studio d'enregistrement ultramoderne, la salle de spectacle intime avec son acoustique parfaite et le grand atrium accueillant. Nous l'avons appelé le Centre Phoenix, avais-je poursuivi, parce qu'il représente l'idée que la beauté peut surgir de la négligence,
que le sens peut être trouvé dans ce qui était autrefois jeté, qu'une fondation solide ne se mesure pas à la hauteur que vous pouvez atteindre, mais à la profondeur de votre lien avec le sol sur lequel vous vous tenez. Buffon, je n'avais pas mentionné Julien. Je n'en avais pas besoin. Chaque mot était une accusation de sa philosophie, de son ambition sans âme. Ma dernière diapositive était une photographie simple et puissante du bâtiment au crépuscule, ses fenêtres brillant d'une lumière chaude, un phare d'espoir dans son quartier revitalisé. Le plus grand honneur de ma carrière, avais-je conclu, mon regard balayant l'auditoire captivé, a été de créer un espace non pas pour le profit ou l'ego, mais pour les gens, un lieu avec une âme. Merci. La salle avait éclaté. Ce n'était pas seulement des applaudissements polis, c'était une ovation tonitruante debout. C'était un rugissement d'approbation pour mon travail, pour ma vision, pour moi. J'avais regardé la mère de visage et je l'avais vue. Julien était toujours assis, son visage pâle de choc et de rage, ses mains serrées en poing aux jointures blanches sur la table. Sophie était assise à ses côtés, l'air totalement vaincu. À ce moment-là, j'avais su que Pierre avait raison. Le prix n'avait pas d'importance. J'avais pris la scène qui avait été le théâtre de ma plus grande humiliation et l'avais dominée. J'avais fait taire les murmures et les avais remplacés par des applaudissements assourdissants. J'avais affronté l'homme qui avait essayé de me briser et je lui avais montré, ainsi qu'au monde entier, ce que j'étais capable de construire. Le dévoilement était complet, non seulement d'un bâtiment, mais de mon vrai moi. Tout ce qui suivait n'était qu'une formalité. L'heure qui avait suivi ma présentation semblait à la fois éphémère et éternelle. L'air dans le grand atrium était épais d'anticipation, tandis que les juges délibéraient. Le brouhaha initial des conversations s'était calmé pour laisser place à un bourdonnement bas étendu. J'étais assise à une table avec Pierre et mon équipe de conception, acceptant leurs mots d'encouragement silencieux, mais me sentant étrangement sereine. De l'autre côté de la pièce, la table de Julien était une île de silence hostile. Il buvait whisky après whisky, son regard fixé sur la scène, tandis que Sophie déchirait nerveusement une serviette de cocktail en un tas de confettis. Finalement, la présidente de la Guilde d'architecture, une estimée dame âgée nommée Hélène Dubois, s'était avancée vers le podium. Chaque année, ce prix récompense un projet qui non seulement excelle en matière de design et d'innovation, mais contribue aussi profondément au tissu de notre ville. Avait-elle commencé, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Cette année, le choix était à la fois incroyablement difficile et, finalement, remarquablement clair. Nous avions deux titans de l'architecture en lice, l'un représentant le pouvoir de l'horizon d'entreprise, l'autre, le cœur de la communauté. Julien s'était redressé. Une lueur de son ancienne arrogance était revenue. Il avait gagné 10 ans de suite. Il ne pouvait concevoir un monde où cela changerait. Bien que la prouesse technique de l'extension de la tour Reinhardt soit indéniable, avait poursuivi Hélène, la véritable architecture doit se mesurer à son impact sur les vies humaines. C'est pour sa beauté à couper le souffle, son utilisation innovante de l'espace historique et son profond engagement envers l'âme de notre ville que les juges ont pris une décision unanime. Elle avait fait une pause, ouvrant l'enveloppe dorée. La salle entière avait retenu son souffle. Le prix du bâtiment de l'année est décerné au Centre Phoenix, conçu par Mary Cole. Pendant un instant, il y avait eu un silence absolu, suivi d'une explosion d'applaudissements qui avait ébranlé les fondations mêmes du musée. Mon équipe avait éclaté en cris de joie. Nous nous étreignions les uns les autres. Pierre m'avait serré l'épaule, ses yeux brillants de fierté. J'avais ressenti une vague d'émotion si puissante qu'elle m'avait presque fait plier les genoux. Gratitude, justification et une joie profonde et retentissante. Je m'étais dirigé vers la scène dans un état second, le lourd et magnifique prix me paraissant irréel entre les mains. J'avais prononcé un court discours sincère, remerciant Pierre, mon équipe et la communauté qui avait embrassé le projet. Pendant que je parlais,
mes yeux avaient trouvé Julien. Il avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Le sang s'était retiré de son visage, le laissant d'un blanc fantomatique. Il me fixait, son expression un cocktail toxique d'incrédulité, de haine et de défaite totale. Alors que je retournais à ma table, accueilli en héroïne, une agitation avait commencé près de l'entrée de la salle de bal. Un petit groupe de personnes en costumes sombres et conservateurs était entré, mené par un homme à l'expression sombre et déterminée. Ce n'étaient pas des invités. Ils se déplaçaient avec un but inquiétant, se dirigeant directement vers la table de Julien Reinhardt. Deux d'entre eux avaient flanqué Julien, lui parlant à voix basse et urgente. L'un d'eux avait glissé un document sur la table devant lui. Un journaliste près de la scène, sentant une histoire majeure, avait sorti son téléphone pour commencer à enregistrer. « Julien Reinhardt », avait dit l'agent principal, sa voix assez forte pour être entendue dans le silence soudain. « Je suis l'agent Miller du Parquet national financier. Nous avons un mandat pour votre arrestation pour de multiples chefs d'accusation de fraude fiscale et de détournement de fonds. » Un souffle collectif avait parcouru la pièce. Julien s'était levé d'un bond, le visage déformé en un masque de fureur. « C'est ridicule. C'est une erreur. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. »« Oh, nous avons une idée très claire, Monsieur Reinhardt, » avait dit l'agent Miller calmement. « Nous enquêtons sur les finances de votre entreprise depuis 6 mois grâce à une information très détaillée et crédible d'une source qui était au courant des pratiques comptables créatives de votre père depuis des années. Il semble que vous ayez perpétué la tradition familiale. » Les yeux de Julien avaient balayé la pièce, se posant finalement sur Pierre Gallois, qui lui avait fait un petit signe de tête polie. La prise de conscience avait frappé le visage de Julien. Ce n'était pas d'une coïncidence. Le projet, le prix, l'arrestation, tout était une attaque coordonnée. Sophie, voyant tout son avenir se dissoudre sous ses yeux, avait fait son choix. Elle s'était levée, avait attrapé son sac à main et s'était délibérément éloignée de Julien. « Je n'ai rien à voir avec ça », avait-elle annoncé à la salle, sa voix stridente de panique. Je n'avais aucune idée. Je suis autant d'une victime que n'importe qui. Elle s'était retournée et s'était presque enfuie de la salle de bal, l'abandonnant sans un second regard. La trahison finale avait semblé briser le peu de sang-froid qui restait à Julien. « Toi !» avait-il hurlé, pointant un doigt tremblant vers moi. « C'est toi, tu as fait ça. » Avant qu'il ne puisse se jeter sur moi, les agents lui avaient les bras épinglés dans le dos, les menottes s'enclenchant. Le son était net et définitif dans le silence stupéfait de la pièce. Alors qu'il l'emmenait, une coquille bégayante et disgraciée de l'homme puissant qu'il avait été, ses yeux avaient croisé les miens une dernière fois. En eux, je n'avais vu aucun remords, aucune compréhension, seulement la rage impuissante d'un roi dont le château s'était effondré en poussière autour de lui. Je n'avais rien ressenti. Ni haine, ni pitié, pas même de satisfaction. Il était simplement devenu hors de propos, un fantôme d'un passé que j'avais déjà laissé derrière moi. Je lui avais tourné le dos à cette scène pathétique de sa chute et j'avais regardé le prix dans ma main. C'était ma victoire. Non pas sa destruction, mais ma création. Je n'avais pas détruit son empire par dépit. J'avais simplement bâti un empire meilleur, fondé sur l'intégrité, la passion et la lumière. Le karma qui avait trouvé Julien Reinhardt était une conséquence de ses propres actions, une facture qui était enfin arrivée à échéance. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cette nuit au musée d'Orsay, cette tache de vin sur ma robe. D'autres fois, je me demande si j'ai tout géré de la bonne manière, si ma propre colère n'était pas aussi une sorte de prison, une force qui m'a consumé autant qu'elle m'a libéré. Je suis une architecte, je construis, je crée. Mais la vie, elle, est bien plus désordonnée qu'un plan parfaitement dessiné. Ce que Julien m'a fait, ça fait partie de moi maintenant, comme une cicatrice invisible.
Mais cette cicatrice, je l'ai transformée en fondation pour autre chose. Mon avenir ne tourne pas autour de lui. Il est question du prochain bâtiment, du prochain projet, du prochain rêve. Et celui-là, c'est moi qui le conçois, un pas à la fois, avec toutes mes forces